comment on pense de l'avenir de l'Île-de-France. On aura aussi pas mal de projets bien pourris qui montrent à quel point il est urgent de tourner la page d'un urbanisme d'un autre siècle. Voilà, venez, c'est juste là. Ça va être super intéressant, avec beaucoup d'invités très intéressants. Merci beaucoup Charlotte, merci Antoine du coup pour l'organisation et tout le BED 75 pour l'organisation assez riche de cette table ronde. Alors moi je vais pas trop parler parce que sinon on va avoir un problème de parité, il faut y veiller. Mais donc on est ravis de vous présenter cette table ronde à l'occasion de cette fête de l'écologie francilienne qui va parler, qu'on a intitulé La bataille du sol et des hauteurs. Ça nous permet de parler au sens large des questions d'aménagement et d'urbanisme dans la région Île-de-France. On va pouvoir aborder avec tous les partenaires de la table ronde les questions, les fameux acronymes dont on raffole, PLUS, DRIFE, SCOT, mais on va aussi pouvoir parler surtout politique, ce qu'on veut faire de notre région, les grands projets inutiles qu'on combat et prendre ces différents exemples. Et du coup, Charlotte, je te laisse présenter nos intervenants. Donc on démarre cette table ronde intitulée La bataille du sol et des hauteurs. Donc on va faire intervenir nos différents invités pour partir de cas concrets qu'on peut rencontrer en Île-de-France, à Gonesse, à Malakoff, et pour se poser finalement des questions plus générales de où en est-on sur l'aménagement urbain et l'aménagement du territoire en Île-de-France, avec notamment l'intervention de FNE, pour partir sur les réponses politiques qu'on peut apporter, notamment dans le cadre du schéma de la région Île-de-France et du PLU parisien. Donc on va faire des interventions et après on vous donnera la parole pour un débat et pour des questions aux intervenants. Donc on va essayer de faire au moins 20 minutes de questions pour que vous laissez la parole. En introduction, on l'a appelé la bataille du sol. C'est avant tout les questions d'urbanisme sont avant tout une question de sol. Et l'enjeu que nous avons maintenant, l'enjeu énorme auquel nous devons faire face, c'est la question de l'artificialisation des sols. L'artificialisation des sols, c'est près de 30 000 hectares qui disparaissent de nature et de pleine terre, qui disparaissent par an. C'est en France, évidemment. Et ces 30 000 hectares, il faut savoir que cette disparition, elle est 4 fois plus rapide que la population. Donc on a bien un réel problème qui n'est pas lié à l'augmentation de la population. Et ça crée de réels problèmes, évidemment, sur les questions des terres agricoles et la question de la nature, qui est de plus en plus grignotée, avec des enjeux énormes, et sur les émissions de gaz à effet de serre, et sur la biodiversité, que ce soit en France et en Île-de-France. Alors, il faut qu'on trouve des réponses politiques. Finalement, est-ce que le fameux ZAN est une réponse politique? Donc le zéro artificialisation nette, qui est l'ambition et du gouvernement, est reprise par Valérie Pécresse. Et puis finalement, on a aussi une deuxième crise très importante, en particulier en Île-de-France, c'est la crise du logement. Avec du mal logement, un problème d'hébergement d'urgence et un véritable besoin de création de logements. Et cette fois-ci, on revient à la deuxième bataille, qui est l'objet de notre table ronde. C'est la bataille des hauteurs, parce que est-ce que finalement une réponse, est-ce qu'il faut faire des tours, est-ce qu'il faut faire des hauteurs pour pouvoir répondre finalement à cette crise du logement, et est-ce que c'est bien écolo tout ça? Voilà en gros les questions en introduction de cette table ronde. Je propose de démarrer par un exemple très concret à Gonesse, en Grande Couronne, et avec Bernard Loup, est-ce que tu peux en 5 minutes expliquer les grands enjeux qui se posent à Gonesse et rappeler tout l'enjeu de votre bataille, de votre engagement? Merci. Bonjour à toutes et à tous.
Bon, je pense que la plupart de ceux qui sont ici connaissent la lutte et savent à peu près où on en est, donc je ne vais pas parler beaucoup de Gonesse directement. S'il y a des questions, j'y répondrai. Je voudrais un peu dire à quoi nous amène un peu cette lutte. Je précise d'abord que tout en étant membre d'Europe Écologie Les Verts, c'est bien, je représente bien le collectif, que les différents courants politiques qui composent notre collectif est bien évidemment d'accord pour qu'on s'exprime et qu'on participe à l'initiative d'Europe Écologie Les Verts de cette fête aujourd'hui. Ça fait, sur la plaine de France, ça fait depuis 1995 où des collectifs associatifs se battent contre l'artificialisation des terres. On a obtenu, avant EuropaCity à l'ouest, des résultats qu'on a obtenus avec un travail complémentaire entre le travail associatif sur le terrain, où on s'opposait au projet d'urbanisation, et qui a été concrétisé avec les élus du conseil régional, et qui a obtenu, dans la révision du SRIF qui a duré de 2005 à 2013, à ce que les terres dont on avait empêché l'urbanisation dans la partie ouest ont été remis en espace agricole dans le cadre du SRIF. C'est-à-dire qu'on a réussi à préserver, par contre on n'a pas réussi à changer les pratiques agricoles. Et personnellement je pensais qu'avec la lutte du triangle de Gonesse et l'enjeu, le niveau auquel on a dû faire face avec EuropaCity, on arriverait à engager une transformation des pratiques agricoles. Personnellement aujourd'hui je n'y crois plus, mais l'objectif de préserver des terres reste toujours essentiel, puisqu'on sait très bien que le jour où elles sont bétonnées, il n'y aura plus d'évolution de l'agriculture, ce sera terminé. Et avant de les remettre, donc là, se pose la question de logement. Exemple concret, aujourd'hui pour justifier l'urbanisation du triangle de Gonesse et justifier la gare, M. Castel nous a annoncé une cité scolaire avec internat sur le triangle de Gonesse. C'est le seul site qui a été étudié. À Villiers-le-Bel, dans la ville, il y a un ancien hôpital où Grand Panier Aménagement vient d'obtenir le permis de démolir. C'est un ancien hôpital qui est fermé, qui est utilisé temporairement, comme un peu les locaux ici, je pense, pourrait faire tout à fait l'objet, au moins l'étude, de la possibilité d'utiliser cet espace-là pour le réhabiliter et pourquoi pas y mettre la cité scolaire dans un cadre où, autour des bâtiments de l'hôpital, il y a déjà des grands arbres, l'espace est très agréable et pourrait, à notre sens, accueillir une cité scolaire, mais on ne l'étudie pas, on étudie que sur les champs, loin de là où ils habitent. Et le projet, c'est de faire un écoquartier, donc de faire du logement. Et je pense moi, que le logement, il faut arrêter de faire grossir l'Île-de-France. Donc il faut arrêter de l'objectif de Valérie Pécresse d'accueillir 50 000 habitants de plus en Île-de-France. Il faut stopper l'accroissement de la population, et ça c'est un enjeu politique, c'est une décision, c'est une orientation politique. C'est une question d'aménagement d'ensemble du territoire, de l'ensemble du territoire, c'est pas simplement régional. On sait très bien que l'artificialisation dans les métropoles de province, régionales, c'est le même problème qu'il y a, on consomme à tout va, et on a les petites villes, les zones rurales qui sont abandonnées. Donc il y a tout cet enjeu-là, et je pense que sur le triangle de Gonesse, c'est ce qui se joue, mais ce sera plus long qu'on pouvait le penser à l'origine, mais l'objectif reste le même, reste toujours le même, c'est derrière tout ça, c'est l'autonomie alimentaire, c'est la préservation de la ressource en eau, où là on a le débat public sur la question de l'eau potable. Dans le Val d'Oise c'est catastrophique, on a eu la première bassine qui a été démontée, on a réussi, voilà, tous les enjeux. J'arrête un peu là, je ne sais pas si j'ai épuisé les 5 minutes, mais c'est l'enjeu du triangle de Gonesse, c'est un enjeu beaucoup plus large. On a gagné contre EuropaCity, mais l'entêtement des élus fait qu'on leur a promis une gare qui était pour EuropaCity. Ils ont toujours essayé de faire croire que cette gare était pour les habitants. Elle n'est pas pour les habitants, elle était pour EuropaCity. Et on a des élus, PS et LR, qui font un caprice de gosse. On nous a promis cette gare, il faut la faire. Leur argument, ça fait rentrer le Val d'Oise dans le Grand Paris. Ah ben ça nous fait une belle jambe. Certaines lignes de transport qui sont à l'intérieur de la région parisienne sont aussi utiles aux Val d'Oisiens qu'aux Parisiens, qu'aux habitants du Val-de-Marne. C'est une conception complètement étriquée et complètement localiste de la vision des choses. Et même les habitants de Gonesse utiliseront très peu cette gare. Elle était pour EuropaCity, on abandonne EuropaCity, mais on continue. Ils n'ont rien, ils n'ont pas de projet.
Mais on sait très bien que si on n'empêche pas la gare, et c'est l'enjeu, si on empêche la gare, on réussira à préserver les terres agricoles et on réussira, ce sera à plus long terme qu'on ne pouvait le penser, mais à faire évoluer les pratiques agricoles. Mais il faut, et là il y a un enjeu régional, et on continue à faire les dimanches, tous les derniers dimanches du mois, et la prochaine c'est le 25 juin, où on en a eu dernièrement une un peu exceptionnelle, mais on continue pour montrer qu'on est présent, et on réfléchit à une initiative à l'automne, donc tenez-vous prêts à nous aider à une nouvelle initiative à l'automne. Merci Bernard, et je crois que c'est ce qui est intéressant dans ce qui se passe à Gonesse, c'est un peu le témoin de ce qui se passe aussi partout en Grande Couronne. Et donc avec une vraie bataille sur le sol et sur la préservation des terres agricoles. On a le même cas à Saclay, et je pense que c'est ça qui est intéressant, et de montrer qu'au travers de projets de transport, en fait, ce n'est plus des projets de transport, ce sont des projets d'urbanisation. Et donc c'est ça un peu l'enjeu, que la bataille de Gonesse est particulièrement précurseur sur ce sujet-là. Merci Bernard, tu pourras répondre. Sarah Tartarin, tu es présidente de l'association du bataille, vice-présidente tu es vice-présidente de l'association qui se bat pour la préservation d'une tour. Mais elle est moche cette tour. Alors vas-y, raconte-nous la bataille, parce qu'elle est beaucoup moins connue que Gonesse, et je pense qu'elle est aussi intéressante en termes de rénovation urbaine. Effectivement, en fait, le combat qu'on défend aujourd'hui, c'est la réhabilitation de la tour INSEE. Donc c'est cette tour tripode qui est porte de Vanves. C'est effectivement un combat un peu curieux parmi toutes les luttes, puisqu'on essaye de sauver un édifice et pas un terrain vague. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette tour, en fait, elle renferme énormément de ressources, et elle est aussi symptomatique du même sujet, enfin, ou du même problème que ce qui se passe à Saclay ou à Gonesse, c'est-à-dire qu'on ne prend pas le temps de regarder ce qu'on a sous les pieds ou face à nous, et on écrase tout, y compris politiquement, pour arriver à un projet qui est un non-sens. Donc la tour INSEE, c'est une tour qui a été construite dans le milieu des années 70 par Serge Lana. C'était une tour donc, qui a abrité le personnel de l'INSEE pendant plus de 40 ans. Elle fait 32 500 mètres carrés, 48 mètres de haut, et on va la détruire pour refaire des bureaux pour 32 200 mètres carrés, donc 300 mètres carrés de moins. Elle va faire à peu près la même hauteur, mais de façon différente, puisque si la tour INSEE aujourd'hui fait 48 mètres de haut, le prochain projet sera étalé entre des morceaux de 35 à 65 mètres. On a une tour actuellement qui, vue du ciel, est en forme de triangle, avec des espèces de pattes qui ont une épaisseur de 12 mètres. Et le bâtiment futur, c'est une grande barre qui va séparer Paris de Malakoff. Et cette grande barre aura une épaisseur de 18 à 40 mètres. 40 mètres d'épaisseur, un bâtiment, on comprend bien que les gens qui sont au milieu, a priori, ils ne vont pas voir la lumière. Contrairement à la tour INSEE, où là, quand on est au milieu d'une des pattes de 12 mètres, on voit forcément la lumière de deux côtés. Cette tour future, elle va servir à abriter deux ministères, le ministère des Affaires sociales et le ministère du Travail. Donc les salariés du ministère des Affaires sociales et les salariés du ministre du Travail seront ici. Et pourtant, quand on leur dit, mais attendez, vous avez une tour actuellement où, avec 18 mètres d'épaisseur, vous pouvez avoir l'ensemble des bureaux qui ont une fenêtre, vous allez faire ensuite une barre de 40 mètres d'épaisseur où tout le monde n'aura pas une fenêtre à son bureau. Le ministre du Travail nous répond, mais voyons, le code du travail a changé. Il n'est plus obligatoire d'avoir accès à la lumière naturelle dans un bureau. L'accès à la lumière naturelle est obligatoire quelques minutes par jour. Pour ça, on a fait une salle de repos au bout là-bas. Il y a des fenêtres. C'est quand même assez incroyable que les gens qui vont plancher pour peut-être l'avenir et les futures études qui sont censées aller pour le bien des Français, le travail, paraît-il, les affaires sociales, paraît-il, n'auront pas eux-mêmes accès à la lumière naturelle tous les jours. On regrette aussi le fait que quand on prend les maréchaux et qu'on arrive, on voit la tour, donc on a Paris sur la gauche, la porte de Vanves derrière nous, et on arrive sur la tour INSEE, Malakoff est sur la droite. Cette tour en forme de Y fait que le regard en fait ne peut pas aller tout droit. Il y a trois pattes comme ça qui sont en biais,
qui n'ont pas tout à fait de forme de vue du piéton et qui encouragent à regarder vers Malakoff. La prochaine fois, enfin la prochaine barre, c'est un truc tout droit, en forme de L, on va dire, hein, vue du ciel, et qui fait que on va continuer de regarder en face, sans se poser la question de ce qu'il y a à droite, de ce qu'il y a à gauche, et comme ça on continue. Il faut savoir aussi que la tour INSEE, elle est légèrement en recul sur son terrain, et qu'avant il y avait un petit parc qui séparait le jardin de la Marly qui est au-dessus du périph' et la tour INSEE. Du jour où l'entreprise lauréate, c'est-à-dire Eiffage, a pris possession des lieux, ils ont arraché tous les arbres. Au départ, on n'a pas trop compris pourquoi. On s'est rendu compte qu'en fait, ils avaient besoin de faire des sondages de sol, parce que c'est là où il y a les arbres, où il y avait les arbres que va être la future barre. Ces sondages de sol révèlent qu'il y a des carrières à combler sous ce terrain. Tous les gens de Malakoff et de Paris sont au courant, mais pas les gens d'Eiffage. Et que du coup, il va falloir faire des injections de sol. Ce qui est intéressant, c'est que la tour INSEE, ça fait 50 ans qu'elle est là et qu'elle n'a pas bougé. Donc c'est forcément que les injections ont été faites à l'époque. Il y a aussi 4 niveaux de sous-sol en dessous. Et donc, ils auraient tout simplement pu se dire, on a déjà comblé, on a déjà artificialisé, on pourrait réutiliser ça. Non, en fait, ils vont non seulement détruire la tour et probablement ses sous-sols, réartificialiser juste à côté pour reconstruire une autre tour plus rigide, plus haute, puisque son point le plus haut est face à un bâtiment protégé, mais les ABF n'ont jamais donné d'avis sur le sujet. Enfin, un oui tacite, puisque c'est des salariés de l'État. Et en fait, voilà, non seulement on détruit du béton pour reconstruire du béton, on artificialise des sols qui essayaient de résister, on va soi-disant construire un magnifique parc sur des sols déjà artificialisés, on attend de voir ce que ça donne. On se rend compte aussi qu'il y avait 4 niveaux de sous-sol qui servaient en grande partie à du parking. On nous dit, vous inquiétez pas, la tour sera hyper écolo, on est au pied de la 13, 1800 collaborateurs en plus dans la 13, bon, peut-être que ça va pas être idéal. Mettons qu'ils viennent en métro, ces 4 niveaux de sous-sol, on aurait pu les utiliser pour faire des tas de choses, pour accueillir, je sais pas moi, des espaces de stockage pour les commerçants du coin, pour les gens qui habitent ici, pour faire les archives de tous ces ministères, voire même peut-être pour refaire un peu de parking, parce que j'ai du mal à croire que tout le monde va venir par le métro. On aurait même pu révéler le premier sous-sol, puisqu'en fait le terrain est en pente, et actuellement il est nivelé sur le point haut. Si on nivelait le terrain sur le point bas, on aurait créé tout un niveau supplémentaire qui fait qu'on aurait retrouvé de la surface. On aurait donc pu peut-être détruire une partie du haut de la tour pour réduire un peu son impact, son ombre, ce genre de choses. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on a des espèces protégées qui vivent sur cette tour. On a un faucon cresserelle tout là-haut et aussi toute une communauté de moineaux. Alors l'État, sous pression de la LPO, a mis des nichoirs en place. Bon. Ce qui est génial, c'est que notre faucon, là-haut, qu'on a baptisé Serge, il n'a pas du tout envie de déménager, en fait. Ça fait des années, des dizaines d'années qu'il vit sur la tour, qu'on a des films de lui et de ses bébés. Alors, je vous encourage à voir les bébés faucons cresserelles. C'est des petites boules comme ça, de duvet tout blanc. Ils sont magnifiques. Et là, qui se déplacent comme ça sur les corniches de la tour, ils sont absolument trop drôles. Et donc, évidemment, la Serge, en ce moment, il est dérangé par les travaux qui commencent. Il n'a pas trouvé de chéri et il ne s'est pas reproduit. On se demande pourquoi. Les moineaux, quant à eux, je discutais il y a quelques jours avec des gens de la LPO qui m'ont dit que le moineau, chaque année, revient au même endroit. Et donc, si son habitat a été détruit, il va revenir et il va chercher son nouvel habitat. Il va le chercher, il va le chercher, il va le chercher. Pour certains, ils vont réussir à trouver un autre habitat plus près. Donc peut-être les fameux nichoirs du ministère. Mais le problème, c'est qu'il aura dépensé tellement d'énergie à chercher son nouvel habitat et à déménager qu'il n'aura plus suffisamment d'énergie pour se reproduire. Donc on aura sauvé la communauté de moineaux pour une année, mais l'année suivante, elle disparaîtra. Et pour ceux qui n'arrivent pas à déménager, ils meurent directement d'épuisement. Donc pour ceux qui sont là, bon là on ne les a pas tous baptisés parce qu'ils sont beaucoup trop, il leur reste soit ces quelques mois, soit encore un an pour essayer de déménager dans les super maisons du ministère. Aujourd'hui, en fait, on ne comprend pas pourquoi l'État ne réagit pas. Au départ, l'État nous disait cette tour n'est pas réhabilitable. Alors, on a fini par dire montrez-nous une étude de FESA, demandez à n'importe quel archi d'expliquer par A plus B pourquoi ça ne fonctionne pas. Nous, dans notre collectif, il y a des tas d'archis qui ont tous dit que ça fonctionnait. Finalement, au bout d'un an à réclamer cette étude, ils nous ont envoyé une étude de 80 pages qui montre les impacts positifs et négatifs de 3 scénarios de réhabilitation. Alors là, c'est très curieux. On est passé de 1 an à rien n'est possible à 3 choses sont possibles. On leur en demandait pas tant.
Ces 3 scénarios montrent différents impacts, donc le rapport à l'urbanisme, le rapport au temps de chantier, aussi tout le temps qu'on leur referait perdre s'il fallait refaire un concours d'architecture, tout l'argent que ça coûterait de refaire un concours d'architecture, pas tant que ça, hein. Et aussi les impacts en termes de carbone et les impacts financiers. Cette étude montre que si on choisit la réhabilitation, on émettra beaucoup moins de carbone. Et qu'en fait, pour arriver à l'équilibre entre le scénario de démolition-reconstruction et le scénario de réhabilitation, il faudra attendre 800 ans. 800 ans, c'est l'âge de Notre-Dame quand même, hein. Ils nous disent aussi que en fait, le bâtiment serait plus rentable selon une question de coût global. Si on regarde la consommation énergétique, le prix du chantier, tout là, quand on regarde un peu la façon dont ils ont fait le coût global, donc normalement le coût global consiste à cumuler le prix du chantier, le prix de l'énergie, le prix de l'entretien, ce genre de choses. Ils ont été assez bêtes pour mettre dans la même opération des kilowattheures et des euros. Bon, c'est quand même pas très chic de confondre un kilowattheure et un euro. Ça sous-entend qu'un kilowattheure coûterait 1 euro. C'est une vraie hausse de l'énergie quand même. Donc ils sont un peu ridicules. Et cette étude montre aussi que le marché a été signé avec Eiffage pour 178 millions d'euros, hors fondation spéciale parce qu'ils ne savaient pas encore que le terrain était un gruyère, et que le marché de réhabilitation n'aurait coûté que 110 millions. Alors là, on s'interroge vraiment en fait. Pourquoi, avec les deniers publics, puisqu'on construit 2 ministères, donc c'est les impôts qui payent, on choisit de dépenser 30% de plus? Ça n'a aucun sens. Si ce n'est peut-être de donner de l'argent à des mauvaises personnes. Bon. Et donc, on est allé voir le ministère du Travail, on est allé voir le ministère des Affaires sociales, on est allé voir le ministère de l'écologie. Alors lui, c'était le mieux. Il nous a dit, nous n'avons pas la tutelle du ministère des Affaires sociales. Si le ministre des Affaires sociales prend une mauvaise décision, nous n'avons pas donné notre avis, ce serait malvenu de lui en parler au café. Bon, très bien, parfait. Ils reconnaissent qu'a priori, c'est peut-être pas le bon scénario, mais ils ne le diront pas. Magnifique. Ils servent à rien. Ils servent à rien, ouais. Ça oui c'est sûr, ils servent vraiment à rien. C'est un peu le problème. On a le député qui a posé la question à l'Assemblée de dire pourquoi Madame Borne vous ne bougez pas. Elle a dit je crois que c'est pas grand chose, puis de toute façon c'est trop tard, le marché est signé. On a même le sénateur qui a posé la question au Sénat. On a déposé des recours, on a écrit au président, mais en fait tout le monde s'en fout. Et on a aussi rencontré un avocat qui nous a dit quelque chose de très intéressant. C'est que notre lutte à nous, c'est de lutter contre un permis de démolir. Et en fait, le permis de démolir aujourd'hui est soumis à tellement de peu de règles qu'il en est inattaquable. On a attaqué ce permis avec des recours, mais en fait, on n'a rien. Parce qu'il respecte tout, puisqu'on n'y a rien, aucune demande dans le permis de démolir, si ce n'est avoir 3-4 plans, 2-3 cotes. D'ailleurs, les cotes n'étaient pas là, mais on nous a dit que c'était pas grave. Et il nous a dit ce qui est dommage, c'est que vous vous attaquez à sauver un existant. Votre lutte est assez unique puisque justement vous vous battez pour sauver un petit bout de tour qui renferme des ressources à l'intérieur d'elle-même. Il aurait fallu que le permis de démolir soit attaché au permis de construire pour que ce soit attaquable. Malheureusement, les deux ont été séparés et ils ont attendu là ces derniers mois pour poser le fameux permis de construire. Nous, on ne va pas l'attaquer, le permis de construire. La tour sera déjà tombée. En tout cas, moi, je passerai certainement à autre chose. Merci Sarah pour cet exemple assez... Sarah Tartarin qui montre... Il n'y a pas eu d'avis de l'autorité environnementale, il n'y a pas eu d'avis des ABF. Il faut savoir que ce projet n'est même pas instruit par la mairie qui accueille le terrain. La tour INSEE, elle est sur le territoire de Malakoff. Elle a 2 façades sur les rues de Malakoff et une façade à Paris 14e. Le bâtiment est d'ailleurs adressé dans le 14e arrondissement. Le ministère futur sera adressé dans le 14e arrondissement parce qu'il paraît que tous les bâtiments publics ont une adresse à Paris. Pourtant, jamais on n'a demandé l'avis de la maire de Malakoff, ni de la maire du 14e, ni même de la mairie centrale pour ce dossier. C'est le préfet qui instruit le dossier et en fait, c'est très opaque. Le PLU ne sera pas respecté. Le futur usage du bâtiment n'est pas permis au PLU. Le PLU limite la construction à 50 mètres et on va pourtant permettre de construire cette tour dont l'usage est interdit et d'une hauteur de 65 mètres, donc qui dépasse de 15 mètres la hauteur permise au PLU. Merci Sarah. On prendra les questions après pour que tout le monde puisse intervenir et justement pour faire réagir aussi les autres invités. Bernard Landau, tu es représentant de FNE, du France Nature Environnement.
Quelle est ta vision de l'urbanisme en Ile-de-France et en particulier dans la petite couronne? Et quels sont à ton avis les grands enjeux? Quelle question? En général, moi, non, en fait, pour être honnête, moi j'avais envoyé sur Luc Blanchard, oui. Qui ne peut pas être là. Moi je suis adhérent de FNE Paris, par ailleurs président d'une association qui s'appelle La Scène n'est pas d'avant, ancien professionnel de la profession, puisque j'étais directeur adjoint d'urbanisme à Paris, donc j'ai un avis sur tous ces sujets, mais je dirais qu'il n'engage que moi. Je n'ai pas de parole officielle. D'accord, tu es quand même membre de FNE. Voilà. Mais je suis membre de FNE, je participe au groupe de travail sur le PLU. Donc Bernard Landau, toi tout seul, que penses-tu de ces, que penses-tu de ces enjeux-là et des questions qui sont posées à la fois ces cas particuliers, mais aussi sur le cas général? Je vais dire 2 mots sur le cas particulier et ensuite je vais vous faire part surtout de mes doutes. Car je n'ai, le sujet est tellement important que l'action pensée locale, agir global, devient une action compliquée au plan politique. Parce que finalement, et je peux dire ça en introduction, j'ai lu ce petit livre de quelqu'un qui s'appelle Jean-Marc Hoffner, qui s'appelle Anachronisme urbain, dont je vous conseille la lecture, qui dit, et j'en suis de plus en plus convaincu, que la structure de tous nos documents de planification urbaine est encore héritée des 30 Glorieuses. Donc structurellement, il y a un problème. Moi, je suis en train de travailler sur un très long texte sur l'histoire de Paris contemporain, c'est-à-dire le Paris qui est conçu au lendemain de la guerre jusqu'à aujourd'hui, pensant qu'aujourd'hui, pour plein de raisons, on est au seuil de autre chose. Bon, alors, une fois que j'ai dit ça, je vais juste dire 2 choses. Je vais réagir par rapport à la Tour INSEE, que je connais bien pour avoir suivi cette affaire depuis son début, la mettre en parallèle avec une autre affaire du même type, sur lesquelles, avec Chambardelot, les archis, on s'était parlé au téléphone, on s'est dit il serait peut-être temps de faire une tribune publique sur le thème « Le périph' n'est pas à vendre », enfin on ne l'a pas faite. Et cette autre affaire, c'est la construction d'un permis de construire qui est accordé mais attaqué par FNE 93 à Bagnolet. Alors je pense que vous connaissez toutes et tous, à côté de la porte de Montreuil, le territoire qui est entre Paris et la porte de Bagnolet, le long de la rue Gallieni, sur laquelle a été érigé un grand bâtiment blanc par Novaxia, qui est un bâtiment de bureau, aligné à la limite de Paris, bâtiment vide. Il est vide depuis 2 ans, puisque les stratégies de ces entreprises, de ces fonds de pension, ne sont pas de répondre à un besoin, mais d'occuper un emplacement stratégique. Parce que c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est parce que financièrement, c'est un bon coup, même si le bâtiment est vide, l'important c'est de tenir la place. À côté de ce bâtiment a été déposé un permis de construire par Pela sur un centre de logistique qui est 2 fois plus grand que le bâtiment de Novaxia, c'est-à-dire qu'on va avoir un mur de bâtiments sur à peu près 300 à 400 mètres de long qui va pousser à cet endroit le long du périph'. Il va sans dire que, d'une part, toutes les études de trafic liées à l'arrivée de ce centre logistique n'ont jamais été regardées. Par exemple, sur l'aménagement de la porte de Montreuil, tout le monde fait « Ah, il y a un problème ». Ça c'est... Et par ailleurs également, il se trouve que j'ai été, pendant une certaine période, sous-directeur de la coopération territoriale à la ville de Paris, à la belle époque où nous pensions que l'avenir métropolitain était radieux, c'est-à-dire avant 2014, et nous avions eu un accord avec le maire de Bagnolet de l'époque pour mettre à cet endroit une passerelle bus
et mode actif entre la rue Gallieni à Bagnolet et le quartier Piton du Vernois en pleine restructuration à Paris. J'eus espéré que dans la révision du PLU bioclimatique, quelqu'un eut le courage à Paris de dire qu'il faut quand même maintenir la passerelle, parce que en fait cette question, comme la question de la tour INSEE, pose un problème de courage politique, uniquement de courage politique. Effectivement, d'abord, en réalité, enfin, si j'avais été aux affaires, je suis un peu long, j'aurais expliqué qu'on n'a pas le droit de construire à l'alignement parce qu'on n'a pas le droit de prendre des vues. C'est-à-dire la ville de Paris eût été juridiquement en position d'attaquer le permis et de Novaxia et le permis, mais bon, entre voisins, il ne faut pas se gêner. Bon, c'est quand même, alors qu'on parle de transformer la ceinture grise en ceinture verte et que l'on souhaite mettre une zone à Noisy-Ficondie le long du périph', où s'arrête la zone dans Noisy-Ficondie, dès lors que les 15 mètres, ou je ne sais plus combien qu'on a acquis, vont au-delà de la limite départementale ou communale. Et étant bien entendu que tout le monde veut se mettre en limite de Paris, comme vous l'avez très bien expliqué, parce que l'adresse est parisienne. Donc ce sujet est une question politique de rang supérieur, pour moi de rang supérieur, qui renvoie quasiment à l'Assemblée nationale pour des problèmes de santé publique. Quelles sont les règles que l'on donne aujourd'hui de construction de bâtiments, quels qu'ils soient, à proximité de ce qui sont les axes les plus polluants, et toutes les cartes le montrent, y compris les cartes du PLU bioclimatique, de la région parisienne. Bon, donc tout ça, c'est d'abord des questions politiques. J'ai le temps pour développer sur autre chose, on en reviendra plus tard. Si tu veux, on pourrait y revenir plus tard à l'occasion des questions. Je te redonne la parole, je te promets. Ghislaine, donc tu es présidente du groupe écologiste à la région, Pôle Écolo. Quelles sont, à ton avis, les réponses qu'on pourrait apporter dans le SDRIF, et est-ce que le SDRIF va dans cette direction-là? Eh bien, la surprise générale, non. Je réponds tout de suite. Je réponds tout de suite parce que je sais que le suspense est très intense. Ouais. Mais je réponds déjà non parce que voilà, c'est pour comme ça, c'est clair. Qu'il n'y ait plus de temps, voilà, qu'il n'y ait plus de pression. Alors, le SDRIF, c'est quoi? C'est le schéma directeur de la région Île-de-France. Le SDRIF, en fait, c'est un schéma d'aménagement qui définit un projet. Alors, cette fois-ci, c'est à l'aune de 2040. Aujourd'hui, nous sommes sur un SDRIF qui a été voté en 2013 à l'aune de 2030. Donc, on gagne 10 ans supplémentaires et qui a pour mission de travailler sur la question de la répartition des sols et de son utilité, avec où on va aller placer la question de la mobilité, la question des services publics, des lieux culturels, en fait toutes les fonctionnalités de la ville, mais également des espaces naturels, agricoles et forestiers. Et en fait c'est à l'échelle de la région Île-de-France, voilà, un moyen de planifier et de pouvoir en tout cas se fixer des objectifs qui, dans la tête de la droite, disons-le tout de suite, est bien de continuer à renforcer le rayonnement de la région Île-de-France, à renforcer son attractivité, à renforcer l'activité et le développement économique, parce que vous savez bien que ce qui est le plus important dans la vie, c'est quand même de gagner beaucoup d'argent. La façon dont les choses ont été abordées, en fait, et je ne vous parlerai pas de la concertation, parce que je pense qu'un certain nombre d'entre vous n'ont à la fois pas du tout été sollicités, alors que dans ce cadre-là de développement de schéma, la population, en fait, les militants, les partis politiques, en fait, tout ça, les acteurs devraient être beaucoup plus impliqués. Mais il nous a été présenté en fait un schéma, une version 0, il y a à peine un mois, sur lequel en fait il nous manque un certain nombre d'informations globales. Il y a des grands principes. Le grand principe, si on respecte la loi du Grand Paris, c'est-à-dire la vision de Sarkozy, à savoir comment aujourd'hui nous et à la fois construisons 70 000 logements et à la fois allons faire en sorte que nous puissions développer un réseau de transport qui relie les clusters. Les clusters, c'est-à-dire les pôles de compétitivité où il est absolument nécessaire de pouvoir rejoindre la Défense à Roissy, à Orly, Versailles, le château de Versailles qui n'a pas suffisamment de touristes, de pouvoir aller directement
l'atteindre en prenant l'avion, et ensuite une ligne 18 qui puisse voilà, traverser les terres agricoles de Saclay, la vallée de Chevreuse, un petit peu préservé, mais enfin bon, c'est pas très grave, un petit viaduc finalement ne gâche pas le paysage pour aller directement au château de Versailles. Donc on a aujourd'hui cette vision-là, et Valérie Pécresse a réellement réaffirmé cette volonté, d'ailleurs en disant, et elle a finalement pas tort, en disant je ne peux pas contrevenir à la loi. C'est vrai qu'auparavant elle avait parlé des 50 000 habitants supplémentaires, et là c'est vraiment quelque chose qui a complètement disparu de la présentation du projet. Et en fait, peut-être pour sortir de la critique, parce que bon, voilà, c'est toujours facile, et que nous écologistes, on a bien évidemment une vision très claire. On se rend compte que lorsqu'on parle d'urbanisme, en fait, on ne voit que le sol, mais une surface. Et on oublie de prendre en compte celle qui est pourtant la plus évidente, c'est bien évidemment ce qu'il y a au-dessus, hein, la surface, ça on voit, on sait s'il faut construire, s'il faut démolir. Mais par contre, on ne traite absolument pas de la question de sous le sol, de toutes ces fonctionnalités, et on sait qu'on a quand même des fonctionnalités qui sont importantes et qui sont même maintenant aujourd'hui devraient être prioritaires, à savoir la captation carbone. Enfin, ça c'est vraiment dans le cadre notamment du schéma national, la stratégie nationale bas carbone, on a une obligation de sauvegarder ces terres, et ce qu'on est en train de faire, par exemple les coupes rases pour aller mettre des fermes solaires ou des cités scolaires en plein champ, eh bien, des métros, enfin tous ces projets inutiles dont on connaît l'existence, en fait ça met déjà très fortement en danger les objectifs de la stratégie bas carbone, et c'est pas que nous qui le disons, c'est le GIEC qui l'affirme d'ores et déjà. Et si on n'arrive pas à capter suffisamment de carbone, en fait on connaît l'effet d'emballement, et donc il y a une vraie priorité. Il y a la séquestration du carbone, mais également toutes les fonctionnalités de filtration de l'eau, des pollutions, bien évidemment la fonctionnalité alimentaire, et puis tout ce qui tourne autour de l'attachement, ou en tout cas des fonctions culturelles et paysagères que peuvent apporter le sol. Et donc la grande difficulté aujourd'hui, c'est que quand on regarde une carte, on voit les vides, c'est en règle générale les espaces naturels, et puis les lieux où on va densifier, là où on va aller faire les routes, parce que bien évidemment il faut encore en Île-de-France, si vous n'en aviez pas encore conscience, mais il faut qu'on continue à développer les routes, on en a forcément besoin, parce qu'une route crée de l'emploi. Hein, c'est d'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi on n'a pas mis en place des politiques publiques créant des routes qui permettaient de lutter contre le chômage. Mais on a aujourd'hui encore en fait des élus qui sont à la tête de collectivités et qui n'ont absolument pas été en capacité, malgré de très bons diagnostics. Parce que dans le schéma directeur, si vous lisez les 14 pages d'introduction de Valérie Pécresse, c'est quand même là aussi une première dans un schéma directeur. On a la présidente de région qui fait 14 pages sur Ma vie, mon œuvre. Et ensuite un projet d'aménagement qui reprend vraiment de manière très intéressante tout le travail que fait l'Institut Paris Région. Qui est vraiment voilà, un travail très intéressant, mais qui, une fois qu'on a posé le diagnostic, en fait, un bon diagnostic ne suffit pas, ne préconise en fait aucune orientation réglementaire, et en tout cas pas de vision réelle permettant de pouvoir préparer la résilience de ce territoire. Donc on a aujourd'hui un vrai sujet, et si je dois de manière très courte dire peut-être les solutions sur lesquelles il faut absolument que nous puissions travailler, on se le dit, on se le dit tous, mais il faudrait déjà connaître la carte des sols, c'est-à-dire qu'on soit en capacité de définir les trames brunes et de savoir quelles sont les fonctionnalités à un endroit. Je veux dire, quand un maire voit du vide, c'est jamais du vide, c'est soit voilà, captation, fonctions alimentaires, enfin toutes les fonctionnalités que j'ai définies, et aujourd'hui elles sont primordiales. Il y a bien évidemment un problème de gouvernance des sols, et on le voit, hein, on a le schéma directeur, on va ensuite parler du PLU, il y a les PLUI, les SCOT, enfin bon voilà, tous ces documents d'urbanisme. On a bien évidemment une nécessité de pouvoir préserver, et quand on parle de préserver sur les questions de compensation, on sait bien que simplement la renaturation ne suffit pas, il faut bien retrouver la qualité agronomique des sols, et donc c'est tout un travail à élaborer, donc préserver, restaurer, c'est ce que j'étais en train de dire. Et puis les deux fonctions
qui vont être liées à l'urbanisme, qui est la fonction de recycler, et recycler, c'est recycler des bâtiments qui sont existants, c'est pouvoir recycler des friches. Enfin, on a comme ça un certain nombre de solutions et de projets sur lesquels un certain nombre d'architectes d'urbanisme travaillent d'ores et déjà. Et puis, il faut aussi mieux densifier. Et donc on parlera peut-être tout à l'heure des hauteurs, mais dans les densifications, on oublie peut-être une chose que l'on a portée, dont on parle un petit peu moins, mais en tout cas en grande couronne, qui reste pour moi encore une alternative, qui est le BIMBY, Back in my backyard, parce qu'on a effectivement aujourd'hui construit au fur et à mesure ces 30 dernières années des lotissements sur lesquels on a des capacités de terrain quand même qui sont juste énormes, et que même s'il ne faut pas recréer des îlots de chaleur, on a quand même des espaces que l'on peut voilà, absolument réhabiliter. Et puis surtout le dernier option, c'est l'habitat collectif, l'habitat partagé, qui aussi ouvre des perspectives. Et une dernière dont on parle très peu, mais qui est hyper intéressante et offre un énorme potentiel. Je ne parle pas des vacants, du vide, tout ça, on le sait, mais le parcours résidentiel en lui-même. Le parcours résidentiel en lui-même dans le logement fait qu'aujourd'hui nous avons des personnes qui vivent dans des très grands logements et qui ne peuvent pas les quitter, parce que s'ils quittent pour les plus petits, ça leur coûte plus cher. Et que donc là, on pourrait récupérer des bâtiments de très grande surface. On sait que les familles ont tendance plutôt aujourd'hui à diminuer, et que donc là aussi, il y a un énorme potentiel de récupération. Émile Meunier, tu es conseiller de Paris, président de la commission urbanisme et urbanisme et logement, ça s'appelle comme ça. Et Grand Paris et politique de la ville. Oh là, carrément. Et Grand Paris, ça rentre dedans. Ouais, c'est aussi un sujet. Alors, Émile, je voudrais te faire réagir et pour nous expliquer qu'est-ce que c'est qu'un PLU bioclimatique et qu'est-ce que vous avez réussi à gagner à Paris. Qu'est-ce que nous avons réussi à gagner à Paris? Bonjour tout le monde. D'abord, je voudrais revenir sur le titre de cette table, parce que je trouve qu'on ne peut pas mieux le choisir. C'est vraiment, quand j'ai été élu, on a tous conscience qu'il y a quand même des batailles qui se mènent politiques entre le marché, le bien commun, les intérêts particuliers, les intérêts collectifs. Mais je peux vous dire que c'est en étant élu à Paris, et en particulier sur les questions d'urbanisme, que je me suis rendu compte à quel point ça structurait notre société. Et à Paris encore plus qu'ailleurs, puisque le moindre mètre carré vaut tellement cher qu'en fait ça fait une forme d'effet loupe sur toutes les tensions qui peuvent agiter la société, et des forces contraires qui en fait sont grossies fois 10, 100 ou 1000. Et donc moi quand je me lève le matin, pas tous les matins je vous rassure, des fois je prends quand même du plaisir à ce que je fais, mais je me sens vraiment en lutte contre une sorte, je vous fais l'image que j'ai parfois, une sorte de boue maléfique qui essaye d'aller dans tous les moindres mètres carrés de Paris, qui s'appelle les forces du marché. Et nous on est avec notre petite pioche et on essaye de repousser la boue pour défendre une vision qu'on a de l'intérêt collectif. Et donc la terre, le ciel et les sous-sols, totalement d'accord, chaque mètre carré est une lutte. Et si on laisse faire les forces de marché, et bien sur ce bout de terrain, vous avez du bureau, ou au mieux, du meublé touristique. Mais vous n'aurez jamais un équipement public, un espace vert, ou du logement régulé, encadré, social, qui permet de tenir les prix du marché. Jamais. Et donc, tout notre rôle d'élu, avec les collectifs, au nom des habitants bien sûr, c'est de rappeler ce bout de terrain, qu'est-ce qu'on veut en faire pour répondre à l'intérêt général. Et ça paraît simple comme ça, mais en fait le problème c'est que des fois ces intérêts sont entremêlés. Je vais vous donner un exemple dans Paris de Brunzeau, où finalement vous avez les gros promoteurs qui étaient contents. Alors c'est Porte d'Ivry, une liaison, il y a le périphérique entre le 13e arrondissement et Ivry. C'est un des nœuds d'autoroute urbaine, de périphérique, les plus importants de Paris. Et des promoteurs ont eu l'idée de construire ici des tours de 180 mètres, c'est la tour du haut, en gros.
C'est juste à côté de la Tour du Haut. Moi, je pensais que c'était fini le massacre avec la Tour du Haut, mais en fait, il y en avait 6 autres de prévus. Et on se dit, bah, normalement, tous les élus de gauche, écologistes et même de droite se lèvent un matin et se disent, on va pas faire 6 tours du haut sur le périphérique avec des logements et des bureaux. Eh bien, si, il y a des élus, et en l'occurrence la ville de Paris, qui défendaient ce projet. Pour quelle raison? Je dis, bah, ouais, mais on veut créer une liaison urbaine. Alors, pour créer une liaison urbaine, il faut créer de l'intensité urbaine, parce que sinon, la liaison, les gens vont passer et puis ils vont se faire agresser. Et donc, pour pas qu'ils se fassent agresser, il faut des magasins. Et pour qu'il y ait des gens pour faire vivre les magasins, il faut des tours au-dessus des magasins. Et comme ça, le passage sera sécurisé. Donc en fait, on se retrouvait avec la ville qui, au nom d'une idéologie d'intensité urbaine, de mixité des fonctions, acceptait des bureaux et des logements. Nos amis communistes qui se disaient, bon, bah, on a réussi à négocier un équipement sportif, équipement public, un bureau de poste, super service public, banco, on fait des tours de 180 mètres de bureau. Et à un moment, on s'est posé, j'ai dit, mais attendez, montrez-moi la photo satellite de cet endroit. Ok, vous voulez mettre combien de personnes là? 15 000. Vous voulez mettre 15 000 personnes sur un échangeur du périphérique et il n'y a personne qui se lève le matin et qui se dit, ah, peut-être qu'on fait une connerie. Et tout le monde avait réussi à trouver une justification légitime, pour celui qui la défendait, tout ça au service finalement d'une seule chose, les intérêts financiers des promoteurs qui voulaient cracher le plus de mètres carrés possible. Ça, c'était, j'ai été trop long sur l'intro, mais je vais aller très vite et à l'essentiel sur le PLU bioclimatique. Donc nous, les écologistes, quand on est rentré dans ce PLU, on s'est dit, ce modèle de ville, on doit faire un 180 degrés. Une rupture, c'est le mot que j'essaye avec d'autres de mettre dans le débat pour évidemment une rupture par rapport à ce qui se faisait avant. Je ne sais pas si nous y sommes totalement arrivés. Mais il y a quand même certaines grandes avancées dont collectivement je pense que nous pouvons être fiers et qui préfigurent de ce que pourrait être demain des combats sur les autres plans locaux d'urbanisme, sur le SCOT, sur le SDRIF, etc. Déjà, la préservation de la pleine terre. Je pense que maintenant, ça doit être le postulat de base. Et dans ce PLU, nous avons mis en place des règles de pleine terre à la parcelle, pourcentage de surface, qui sont extrêmement dimensionnantes, puisqu'on va jusqu'à 60% de la parcelle qui doit être en pleine terre. Et quand vous avez fait ça, bah, si vous prenez la carte de Paris et vous prenez la carte du potentiel de construction au sol avec les nouvelles règles, on l'a fait faire, et ben en fait vous ne pouvez plus quasiment construire au sol à part sur les très grandes parcelles. Et donc vous avez fait une protection du sol et vous avez fait aussi un mécanisme qui à mon avis est celui de la ville de demain. On dit toujours qu'il faut faire la ville sur la ville, mais si on peut construire au sol, en fait on fait la ville sur les terrains au sol. Et donc si vous mettez 60% par exemple d'espace libre au sol, bah, la personne qui veut détruire pour reconstruire perd du mètre carré, puisqu'il ne peut pas construire. Il perd, parce qu'avant il était sur une grande partie de la parcelle, tout d'un coup il va devoir lâcher 60% de la parcelle. Et donc il n'a plus intérêt à détruire ou reconstruire. Il n'a intérêt à surélever de façon intelligente, on pourra y revenir pour la question, ou à transformer son bâti. Et là on commence à être dans des règles d'urbanisme de rupture. Enfin, et vraiment rapidos, il y a deux choses, je pense, où on a créé aussi une rupture, c'est que Paris continuait à amasser du bureau. Évidemment, on n'a pas de taxe foncière, on ne fait pas d'impôt à Paris, en fait on fait du dumping fiscal à Paris, on finance nos politiques publiques en captant la richesse de tout le territoire avec des mètres carrés de bureaux. Super pour une ville de gauche. Donc nous, ce qu'on a dit, c'est qu'on doit inscrire comme objectif une diminution de la surface de bureaux à Paris, et qu'on doit se donner évidemment les mécanismes réglementaires qui permettent d'y arriver. Je ne vais pas rentrer dans le détail, ce serait trop long, mais ça a été un objectif atteint. Et on va diminuer de 500 000 m², j'aurais voulu 2 millions, mais en tout cas, les mécanismes sont maintenant écrits. On peut ensuite jouer sur les curseurs. Et je finirai par là, parce que c'est la question du périphérique qui, à mon avis, est la question centrale des années qui viennent, puisqu'en fait, derrière le périphérique se joue la vision du territoire, métropolitain et régional, et que, évidemment, vous avez à la fois avec ce périphérique un problème majeur de santé publique, mais aussi un problème d'aménagement, puisque vous avez créé une frontière. À cette frontière, en plus, quand on ajoute des murailles de bureaux à Bagnolet ou à Malakoff, ça c'est pas pour arranger les choses. Et donc,
Nous, ce qu'on a réussi à obtenir dans le PLU, c'est une zone de non-construction de 25 mètres de part et d'autre du périph', quand c'est sur le territoire parisien, malheureusement, et c'est là où je pense qu'il faut commencer vraiment à aller sur les normes au-dessus, de non-construction, ni bureau, ni logement, ni rien du tout. Vous exposez pas des gens à la pollution et vous préservez du foncier, qui est un peu le dernier foncier disponible à Paris, pour quand est-ce qu'on va déconstruire ce périphérique et quand on voudra, c'est mon souhait en tout cas, unifier ce territoire d'un point de vue un peu plus intégré, voire complètement intégré si vous me demandez mon avis, eh ben, on sera très heureux d'avoir du foncier pour pouvoir faire une vraie ville intelligente et de la ceinture verte, un parc métropolitain continu, etc. Et on a inscrit ça dans le PLU. Donc voilà, il y a des mécanismes de rupture. Je ne dirais pas qu'on a stoppé la construction. Faut-il stopper la construction? C'est une vraie question. Je ne dirais pas qu'on a tout changé, mais je crois qu'on a des outils juridiques qui sont nouveaux dans l'urbanisme français. Merci à tous vos intervenants. Je vais vous donner la parole. Voilà. Je vous donne la parole pour des questions à nos intervenants. N'hésitez pas. Et sinon, on fera. Voilà, donc vous avez une bonne visibilité sur l'urbanisme dont on ne veut plus, n'est-ce pas? et ce qu'il est possible de tracer comme avenir et sur lesquels on est particulièrement heureux des avancées qu'on a eues dans Paris. Est-ce qu'il y a des questions, des interventions? Oui, vas-y. Je suis au bureau du 11e arrondissement et ça fait 3 ans qu'on travaille sur le PLU avec Émile, donc on est tout un groupe de travail. Et on a vu monsieur à la présentation du bouquin, il y a 10 jours. Simplement la question qu'on se pose, parce que dans le 11e, la spécificité du 11e, c'est que c'est un territoire qui est le plus densément peuplé d'Europe. Et en fait, on se bat pour avoir des espaces verts qui sont impossibles. On aura 1 mètre carré par habitant grand max. Et en fait, la question qui se pose, c'est si on se bat pour avoir, et c'est une vraie question puisque c'est la question du foncier, si on se bat pour avoir ce foncier non bâti, comment est-ce qu'il faut inventer un nouvel impôt? Comment est-ce qu'on fait passer ça? Et je pense que politiquement, c'est une vraie question parce qu'il va falloir qu'elle soit posée à un moment donné. La ville de Paris a besoin d'argent pour fonctionner. Et si on prend ces mètres carrés, Émile, voilà, il va falloir comment est-ce que ça se répercute et comment on fait passer, on voit, puisque le foncier a augmenté, ce sont les impôts fonciers qui ont augmenté à Grenoble, les villes écolos, parce que ça coûte cher. Et comment est-ce qu'on fait passer ça politiquement? C'est une vraie question. Effectivement, on a intitulé cette table ronde « La bataille du sol et des hauteurs ». C'est aussi une bataille d'argent, comme tu l'expliquais très bien. Donc effectivement, c'est une bataille d'argent et sur lequel, hélas, la nature ne rapporte pas grand-chose. Ouais. Et on a un vrai sujet là-dessus. Pia fait partie d'un groupe de travail initié par ELV Paris, un groupe de travail PLU, qui a travaillé main dans la main avec les élus et c'est aussi ce travail-là de longue haleine d'expertise qui a permis les victoires. Donc il faut aussi voir que c'est ce travail militant qui paye. Oui, dis-moi. Si on met bout à bout l'idée de préserver les bâtiments existants et l'idée de diminuer la surface de bureaux, je pense qu'on arrive naturellement à l'idée, est-ce qu'il est possible de reconvertir des surfaces de bureaux en surfaces d'habitation? Est-ce que quelqu'un parmi vous a une expérience à ce niveau-là qu'elle ou il pourrait partager? Comme je regarde un peu attentivement, et c'est en ligne, les documents de la PUR, en fait j'ai été surpris de voir que ça, il y a déjà à Paris, il y a déjà pas mal d'exemples de reconversion de bureaux en logement. Ça se pratique de plus en plus puisque il y a une évolution, comme on sait tous, des modes de travail. Donc en gros les propriétaires d'immobilier tertiaire ont besoin de moins de surface pour faire travailler à effectif égal les gens qui sont dans leur société. Et il y a quelque chose qui est intéressant dans le PLU parisien, qui est assez audacieux sur le plan politique. Alors on va voir comment ça réagit du côté des promoteurs, du
point de vue du contrôle de légalité à l'enquête publique, c'est que il est dit que dans les bureaux existants qui voudraient se restructurer, et c'est probablement quand on regarde à Paris les chantiers dans l'immobilier tertiaire, depuis 15 ans, ça s'est énormément restructuré. D'ailleurs, il suffit de se balader dans les rues de Paris pour voir les chantiers de grands immeubles tertiaires. Ce qui est demandé dans le PLU, je parle sous contrôle des mines, c'est que dans le quartier central d'affaires, lorsqu'on voudra restructurer son patrimoine d'immobilier tertiaire, eh bien on devra rétrocéder 15% de la surface de ce que l'on avait à du logement. Alors ça c'est assez, je veux dire, révolutionnaire à mon avis, on va voir ce que ça donne. Il y a un enjeu clair de réhabilitation. Émile, est-ce que tu peux préciser ce qui a été rajouté dans le PLU très concrètement? C'est ça, c'est 15%. 10%. Et on a aussi fait ce qu'on appelle le pastillage, c'est-à-dire on a plusieurs centaines d'immeubles de bureaux, on a mis une pastille fléchée logement. Ça veut dire que quand le propriétaire cède son bien ou veut faire des mutations, c'est un terme technique en urbanisme, et ben l'ensemble de l'immeuble, pour le coup, c'est pas que 10%, devra être consacré à du logement. Et s'il ne peut pas le faire, la ville doit lui racheter pour faire du logement. Donc on a identifié des immeubles de bureaux qui sont facilement, c'est jamais très facile, mais ça devient de plus en plus parce que la technique évolue, les financements aussi, pour pouvoir faire du bureau en logement. Mais je voudrais dire aussi un mot parce que ça fait le lien, parce qu'une fois qu'on a dit qu'on veut, vous savez, les écolos, on défend la ville dense. Nous à Paris c'est un peu paradoxal parce qu'on dit que la ville est trop dense et qu'il faut dédensifier. Donc on nous renvoie facilement, ah mais je comprends pas la ville écolo, machin. Et puis surtout on nous renvoie facilement à quelque chose où on est toujours susceptible, c'est « Ah, vous êtes antisocial parce que si vous interdisez de construire, c'est que vous ne voulez pas faire du logement, donc c'est que vous faites du NIMBY, vous voulez le faire ailleurs. » Ce que nous, on répond à ça, c'est un, on a la ressource de logement dans les bureaux. Deux, on n'est pas contre les surélévations, par exemple, dans les avenues les plus larges, à condition que ce soit fait avec des matériaux intéressants d'un point de vue écologique et que ce soit fléché vers du logement régulé, pour pas que ça vienne alimenter la spéculation, les duplex et les meublés touristiques, les surélévations. Et trois, mais là malheureusement c'est pas suffisamment dans les mains de la commune, et je crois que ça va être une vraie révolution qu'il va falloir mener, c'est la question du droit de propriété. Est-ce qu'on peut accepter par exemple qu'à Paris, vous ayez dans 10 ans la création de 40 000 meublés touristiques, principalement des investisseurs multipropriétaires? Dans le même temps, en 10 ans, on a construit 40 000 logements. Donc ça veut dire que les 40 000 logements qu'on a construits, eh ben, ça a été du Airbnb, en gros. Et sans vous parler des 126 000 résidences secondaires, c'est-à-dire le gars qui regarde Emily in Paris depuis Singapour, qui se dit « Ah bah tiens, je vais investir dans un pied-à-terre à Paris, qui est 5 jours par an, et le reste du temps, ça loge personne. 126 000 logements. Moi, on n'a pas encore arrêté peut-être une doctrine, je ne sais pas, peut-être qu'il y a eu des motions et tout. Enfin, moi, à titre personnel, je dis qu'il ne faut pas de résidence secondaire à Paris. C'est aussi simple que ça. Ou alors mettre une fiscalité tellement dissuasive qu'on refait de la résidence principale. Et là, donc, on commence à toucher au droit de propriété. Et donc là, c'est un combat politique qu'il faut mener, évidemment, au niveau national. Et enfin, quand même, l'autre combat pour tenir les prix du logement, lutter contre la spéculation, c'est que le foncier doit rester public. Et pour ça, on a des mécanismes juridiques, le bail réel solidaire, on a des logiques de préemption. On peut ensuite rétrocéder les murs pour ceux qui veulent se constituer un patrimoine immobilier, mais le foncier doit rester public, ça permet de tenir les prix. Et quelque part, d'ailleurs c'est écrit dans le code de l'urbanisme, je crois, le foncier est le patrimoine commun de la nation et devrait, à mon sens, le rester. Peut-être pour vous répondre de manière très technique sur la capacité à transformer les bureaux en logements. En fait, il faut savoir qu'il n'y a rien de plus facile. Quand on construit des bureaux, on a des charges admissibles sur les planchers qui sont 3 fois supérieures aux charges demandées dans le logement. C'est-à-dire que nous, professionnels
rénovation durable. Quand on nous propose un bâtiment de bureau, on est sûr à tous les coups que même si le bâtiment a un petit peu souffert structurellement, il n'aura jamais suffisamment souffert pour pouvoir accueillir du logement. Les charges admissibles pour les bureaux sur les planchers sont supérieures à 1000 kg par mètre carré, le logement c'est 350. Donc en fait c'est très très simple, il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Les hauteurs sous plafond en plus des bureaux sont souvent supérieures à celles des logements. C'est vraiment l'inverse qui est problématique à faire et qui là demande beaucoup plus de recherche. Et pour la petite histoire, la tour INSEE a une jumelle à Bagnolet, mais qui appartient à un promoteur. Et lui, il a fait le choix de réhabiliter cette tour parce que économiquement, il a bien compris que ça avait plus de sens. Techniquement aussi, le chantier était plus court et il a mis dedans multiples fonctionnalités, mais une majorité de logements. Il y avait Claire qui voulait intervenir et puis après on conclut. Tout ce qu'on est en train de se dire là et qui, dans la démarche écolo, n'est que la poursuite et l'intensification de nos combats, trouve aussi, on va être optimiste, une oreille différente. J'en veux pour preuve, et je pense que Ghislaine s'en souviendra bien, et je rebondis sur ce que tu as dit, Charlotte, quand on a préparé les différentes campagnes pour les élections régionales. J'ai eu la chance de travailler à ce moment-là avec le regretté Robert Lyon sur la vision qu'on avait et singulièrement sur les paramètres sur lesquels on pourrait vraiment influer pour, comme le disait Bernard, en fait, changer de logique. Vraiment changer, en fait, d'univers législatif, philosophique, intellectuel, etc. Et Charlotte, tu disais, bah ouais, c'est vrai, c'est difficile de défendre le sol, en fait, parce que ça ne vaut rien. Et on avait inscrit dans notre programme à ce moment-là, je ne sais plus si ça avait fini par passer ou pas, mais l'idée selon laquelle, en fait, la terre agricole, qui, Bernard le sait bien, ne vaut rien, quoique augmente aussi, pouvait trouver évidemment un prix à condition d'y accorder les bons critères. En l'occurrence, si on quantifiait l'apport dont tu parlais, c'est-à-dire l'apport, non c'est toi Ghislaine, pardon, en captation, l'apport en bienfaits naturels divers et variés, l'apport voilà, de naturalité au regard de l'accord de Paris ou des choses comme ça, on pourrait, et c'est intéressant de se le dire, donner un vrai prix à la nature. Et ça rejoint un combat qui est plus avancé que celui-là, qui est de donner des vrais droits à la nature. Or, quand je disais, pour commencer, que je pense qu'on est dans une période où il y a un niveau de conscience qui commence à être suffisant pour qu'on puisse engager ce qui est une vraie révolution conceptuelle, parce que l'on change d'univers, on change de période, et parce que nos revendications sont enfin prises en considération, alors on pourrait porter ce genre de choses qu'on n'a pas travaillé plus que ça, mais qu'on avait déjà mis il y a une dizaine d'années, et on passait vraiment pour des cinglés. Et je pense qu'il y a une hypothèse, une déclinaison qui permettrait aussi de donner un prix à un bâtiment existant au sens d'éviter la démolition, reconstruction. Je suis du 13e, il y a eu exactement la même opération sur un bâtiment qui est nettement moins beau dans le 13e, où un mammouth des années 60 a été complètement démoli. Quand on a vu ça, on a dit « Waouh, un super jardin !» Et en fait, bon, c'était pas un jardin. Et ils ont remonté le même. Donc avec autant de milliers de tonnes de béton pour rien, parce que finalement, ça ne change rien. Et donc, il y a un truc qui déconne totalement. Voilà. D'abord, Bernard, tu voulais compléter ce que tu disais avec ton intervention, et puis après, justement, je vous donnerai la parole. Je vais un peu dans le sens de ce que vient de dire Claire Monod. Le droit de l'urbanisme, c'est le droit des sols. Le droit de l'urbanisme, si vous voulez, il s'est constitué. D'ailleurs, c'est marrant de regarder ça, c'est comme le permis de construire. Ça se constitue, dans sa vision contemporaine, sous Pétain, la première période de Pétain.
le code de l'urbanisme, il apparaît après la guerre, et il a deux grandes étapes, le règlement national d'urbanisme, ensuite la loi d'orientation foncière, et ensuite la loi SRU. Le code de l'environnement est beaucoup plus récent. Le code de l'environnement, enfin, il a été reconnu de droit constitutionnel, je crois, il y a 5 ou 6 ans, mais il commence dans les années 70-80. Tout ça, c'est vous faites code de l'environnement sur Internet, c'est parfaitement expliqué. Bon. On est, enfin, si vous voulez, même du point de vue de l'État, enfin, je veux pas être trop long, mais quand même, je veux dire 2-3 choses. Même du point de vue de l'État, qui est garant de l'État de droit, quelque part, je me demande comment il va faire le contrôle de légalité de 3 documents qui sont en cours de révision dans les mêmes calendriers, qui sont le PLU bioclimatique de Paris, le SCOT, qui est très bien foutu, mais qui n'oblige à rien. Et si vous regardez attentivement le SCOT, les cartes sont excellentes. Et le SDRIF, et là j'entends que le SDRIF dans les analyses il est bien, mais la droite qui a la majorité à la région ne veut rien faire d'incitateur. Et c'est pas un hasard, parce que ça c'est un choix politique. Bon. Or, amusez-vous à regarder des trucs qui s'appellent la hiérarchie des normes. Alors là, attendez. Attention, il faut que tu sois sexy. Non, mais la hiérarchie des normes, c'est qu'est-ce qui est compatible, qu'est-ce qui s'impose et à quoi dans la hiérarchie des documents. Moi-même, aujourd'hui, si vous voulez, il faut avoir le fil d'Ariane, mais il faut aller chercher Ariane pour comprendre, dans ce labyrinthe de textes, qu'est-ce qui l'emporte sur quoi. Alors, ceci, ça veut dire 2 choses qui sont très politiques. C'est d'abord que tous les combats que nous menons actuellement, dans un état de droit, regardons, il faut avoir de bons avocats. Moi, je continue de discuter avec Koffler sur la Tour IC, il est très bon. Hein. À mon avis, c'est pas encore fini, la Tour IC. Ces combats, devant les tribunaux, créent de la jurisprudence. Ils créent de la jurisprudence. On l'a vu à Paris, par exemple, la construction sur le périph' s'est tranchée devant les tribunaux par le code de l'environnement parce que c'est mauvais pour la santé des habitants. Gonesse, à mon avis, c'est du même ordre. Donc tant qu'on est dans un état de droit, sous-entendu, tant que je suis direct, tant que le pouvoir ne passe pas au Front National, les batailles sur ça sont, à mon avis, politiquement fondamentales. Mais vraiment fondamentales, il ne faut pas du tout les sous-estimer. Donc, de bons avocats, travailler sérieusement les dossiers et gagner dans les tribunaux, parce qu'en général, dans la période actuelle, avec tout ce qui se passe sur l'importance du climat et la valeur de la nature, pour faire bref, c'est un climat très propice à gagner ces combats. Bon. Ensuite, l'autre question, c'est qu'est-ce qui l'emporte en termes d'aménagement du territoire entre le droit des communs et le droit de la propriété. Et ça, c'est un problème, si vous voulez, c'est quand même le fond juridique. En fait, c'est le fond juridique qui doit être au programme d'une alternance politique. Je ne dis pas qu'il faut municipaliser les sols, exproprier tous les riches, non. Je dis que dans les gros documents d'aménagement, il y a un regard différent qui est pris entre le droit des communs et le droit du sol. Alors ensuite, ça pose une autre question, et j'en finis par là, parce que j'ai passé 5 jours à Marseille avec la NUPES marseillaise sur ces questions-là. Oui. Bon, ce qui m'a frappé, ce qui m'a vraiment frappé, c'est que les avis des commissaires enquêteurs et des préfets sur le PLU de Marseille sont très bons. C'est-à-dire que l'État, pourquoi ça m'a surpris de voir ça? C'est que l'État, dans son avis, il se prémunit des merdes éventuelles. Comme il y a beaucoup de questions qui sont liées à... si on prend les calanques, si vous voulez, en termes de réservoir de biodiversité, c'est un petit bijou. Si on prend tous les bassins versants où il y a de la flotte, il y a des problèmes d'inondation. Donc il dit faites gaffe quand même sur le PLU. Il attire l'attention sur les questions liées en gros aux problèmes environnementaux. Hein. Bon. Moi je suis vraiment curieux de savoir ce que sera l'avis de l'État, in fine, dans une période qui est quand même, à mon avis, assez unique. Moi j'en ai connu une autre, c'était les périodes 67-74, c'est-à-dire le PLU de Paris, la construction de la région, la réforme institutionnelle de la région parisienne, l'adoption du premier schéma directeur d'aménagement de Paris et du premier SDO de la région Île-de-France. Et bien là, il y a des planètes qui sont alignées où l'État va devoir mettre en cohérence ou pas, où on verra comment en termes politiques. Mais voilà, vous voyez un peu
dans quelle direction, à mon avis, il faut réfléchir. Et j'en terminerai. J'ai été complètement d'accord avec ce que vous avez dit, mais je vous trouve trop écolo. Pourquoi? Non, mais... Ça va. Non, c'est pas une qualité. C'est pas un compliment, non. Pourquoi gommer le terme attractivité? Moi, je ne suis pas contre l'attractivité. L'attractivité, ça ne veut pas forcément dire gagner du fric. Non, mais l'attractivité, c'est aussi la richesse culturelle. Il faut juste mettre le mot. Non, mais oui, mais attendez. Non, moi, attendez, là, je m'exprime. Enfin, je suis plus tout jeune, malgré ma nana. Ouais, mais je vois à quel point les mots, quand on parle, sont importants. Les mots imprègnent. Les mots imprègnent. Hein, je vois notamment, et je fais de la provoque à Paris, comment on explique aujourd'hui qu'il faut virer les grilles des jardins que l'on appelle des clôtures. Je trouve ça un vrai scandale et très important comme problème politique. Très très important. Mais quand on explique il faut virer les clôtures, c'est un mot qui a un sens. Et j'en termine parce que moi je suis pour le métro du Grand Paris. Peut-être pas les grandes lignes qui vont à l'extérieur. Non, mais ok, d'accord, mais si tu veux, si vous voulez, ce que je trouve scandaleux, c'est qu'aujourd'hui, alors que dans les années 70, l'État donnait l'agrément sur les bureaux, que l'on dépense des milliards en transport en commun en région parisienne, et que depuis la crise sanitaire, tout le bureau revient là où il y a du fric, sur le centre et à l'ouest, et qu'on veut faire les bureaux des ministères à la porte de Paris. C'est ça qui est politiquement et vachement important. Donc si vous tapez sur le métro du Grand Paris sans dire ça, à mon avis, vous êtes dans l'erreur. Parce que la région parisienne restera attractive. Qu'on le veuille ou non, il s'y passe de la richesse, des emplois intéressants, de la créativité. Donc je m'excuse, hein, comme je suis rarement devant vous, je pense qu'il faut aussi un peu de polémique, non? Bien sûr. Oui, mais alors c'est pas cool parce qu'on n'a pas le temps de répondre. La prochaine fois. Hein. Juste, il y a des mots pour avoir raison, il y a des mots pour gagner. Là, je suis peut-être d'accord avec toi. Les mots, c'est très important. Émile, est-ce que tu veux rajouter un mot de la fin ou voilà. Sarah, ça ira? Bernard, c'est bien. Je ne répondrai pas à la polémique. Non, sérieusement. Simplement quand même, question de calendrier. Si vous aussi vous pensez que le réseau du Grand Paris ne peut que répondre à une volonté de maillage et de transport du quotidien, pouvoir répondre aux besoins réels de déplacement des Parisiens, mais également de tous les habitants de la Grande Couronne. Nous avons donc le SDRIFE qui normalement devrait être voté début juillet. Moi, je commence à avoir des doutes parce que on n'a toujours pas vu l'évaluation environnementale. Il y a eu quand même énormément de retours des territoires et je vois pas comment ils peuvent remettre à jour la cartographie en si peu de temps. Donc moi, j'ai mis des doutes, mais enfin bon, on en saura peut-être plus la semaine prochaine. Mais s'il était voté au mois de juillet, il y aura ensuite enquête publique et il faut absolument que nous puissions tous y contribuer, vantant l'attractivité et la loi de Nicolas Sarkozy, n'hésitez pas, mais aussi faisant en sorte voilà, de continuer effectivement à véhiculer, à faire passer les idées, parce que oui, c'est beaucoup lié au courage politique. Et dans cette séquence-là, en tout cas la région Île-de-France, le courage politique, il est absolument absent. Et juste dernière chose aussi qui est importante, que vous ayez en tête, on a aussi l'enquête publique qui arrive sur le PLU parisien, donc on a vraiment 2 enquêtes publiques sur lesquelles ELV Paris et les élus et ELV Île-de-France vont pouvoir fournir des argumentaires. Il faut que chaque citoyen s'empare de ces sujets, parce que ce n'est pas des sigles, c'est notre vie à tous. Et c'est des enjeux qui nous dépassent, c'est des enjeux planétaires. Donc si on ne s'empare pas de ces sujets-là, comme l'a fait le PLU à Paris, ce n'est pas des architectes et urbanisme à la base, hein, c'est des citoyens, des écolos. Des gens et des gens. Et donc, si les gens ne s'emparent pas de ces sujets-là, eh bien, ça sera la technocratie et le conservatisme qui va gagner. Je vous remercie beaucoup à tous les participants. On doit rendre le studio.